Merci François, mon micro marche, oui. Bonjour à tous, à toutes et à tous, et très heureux d'être avec vous. Effectivement, l'an dernier, je n'avais pas pu assister à cette édition. J'ai promis à François de le faire. Ce que je n'avais pas réalisé, pour tout vous dire, hein, là, en toute ouverture, c'est que c'est le dernier jour de notre fiscal year pour Microsoft, exercice fiscal. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai quelques chiffres dans ma tête, j'ai un peu toutes mes zones géographiques internationales que je suis en communication depuis ce matin. Je reste serein. Je ne ferai aucun commentaire, évidemment, sur l'activité financière de Microsoft. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le sujet non plus. Mais je suis très heureux d'être avec vous pour parler d'un sujet important, d'un sujet clé, un sujet qui peut avoir plein de dimensions. Je l'aborderai avec les dimensions que sont les miennes et celles de ma carrière, de ma vie chez Microsoft. D'abord, bravo à François, non pas d'avoir refusé un job chez nous, mais d'avoir créé son propre job. Je suis toujours admirateur pour les entrepreneurs et les entreprises qui se développent dans le domaine et qui peuvent être des partenaires de Microsoft sur la route. En ce qui me concerne, ça fait 28 ans que je suis dans ce secteur, dont 26 avec Microsoft. Oui, ça fait quelques années avec Microsoft. J'ai démarré 2 ans dans une entreprise française de logiciels. Je pense pas, je regarde dans la salle, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette entreprise qui n'existe plus, qui s'appelait Memsoft. C'est une société niçoise parce que je viens... Ah, il y en a un qui connaît, super. Bon, 2, 3, super. 4, 5, super, bon. Et donc, oui, Memsoft, société française de logiciels. Pourquoi? Parce que j'adorais rentrer dans une petite société. D'abord, l'idée d'entrer dans une petite société me plaisait beaucoup. Deuxièmement, j'ai découvert le domaine du soft. C'était à l'époque de l'Apple II. Le PC n'existait pas encore. Et cette société, elle faisait un système d'exploitation. Un système d'exploitation indexé sur l'OS d'Apple. Et avec un camarade de promotion. C'était pas Yves Morieux, c'était un autre. Eh bien, on a réalisé un premier logiciel de compta, ce qu'on appellerait un ERP, évidemment. Ces années-là, on appelle ça un ERP. Logiciel de comptabilité pour les petites entreprises. La première fois que c'était packagé à l'époque, c'était que des solutions sur mesure de SS2I très coûteuses. Et j'ai pris le virus de la micro à ce moment-là, énormément. Je suis resté 2 ans, passionnant. J'ai décidé de passer à autre chose. Et puis, par hasard, je suis tombé sur Microsoft, qui démarrait en France. Il y avait une dizaine de personnes. On devait être 400 dans le monde à l'époque. Donc, c'était une PME. C'était une vraie PME, start-up. Et puis, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, 26 ans plus tard, je suis là. Aujourd'hui, je m'occupe de l'international. Alors, c'est quoi l'international? C'est en fait nos 107 filiales dans le monde, en dehors de 2 petits pays, États-Unis et Canada. C'est une façon de toujours chambrer un petit peu mon camarade américain. Mais réellement, la dimension internationale de Microsoft est forte. On y a cru depuis le début. La filiale française, qui est un des exemples, a été créée en 1983. Et depuis, on est présent dans tous ces pays. On vend dans plus de 240 pays, ce qui me vaut le plaisir de voyager partout dans le monde. Je ne suis pas souvent à Paris. C'est pour ça aussi, dans le timing, c'était le dernier jour du fiscal year. Généralement, j'y suis parce qu'on synchronise toutes les communications avec tout le monde. Et ce dont je vais vous parler, c'est l'ouverture au travers de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, des leçons de Microsoft. On a beaucoup appris, l'entreprise mûrit, je pense, au travers d'expériences, des fois douloureuses. Certainement énormément au contact des clients tous les jours, des grands, des moyens, des petits, des administrations, des développeurs, de toutes les audiences avec lesquelles on travaille. On en a retiré un certain nombre de principes, j'en partagerai quelques-uns avec vous aujourd'hui. Et puis surtout, je vous parlerai aussi un petit peu du futur, parce qu'il est, je pense, encore plus ouvert et plus important qu'il soit ouvert, c'est le cloud. Et je finirai un petit peu là-dessus en ouvrant à toutes les questions que vous pourrez avoir. Bon, ça c'était, on m'a demandé d'avoir quelques images, pas provocantes, mais probablement, en tout cas, il y a 10 ans, je démarrais à l'époque président Europe, Moyen-Orient, Afrique pour Microsoft, après un séjour aux États-Unis. C'est vrai que je lisais la presse, surtout je voyais des clients, ce qualificatif, il était assez souvent associé à Microsoft, sur des registres très différents. Sur notre façon de travailler, sur Windows, sur beaucoup de sujets, ce qui nous a valu évidemment un certain nombre de discussions réglementaires, ce qui est normal. Quand on est leader dans un secteur, on a des obligations, on l'a compris au fil des années. Et donc ça nous a permis surtout, je pense, d'apprendre un certain nombre de leçons. Je vais commencer un petit peu par quelques faits. C'est un peu étonnant, je vais dire, je commence presque par la fin. Mais vous donner quelques éléments factuels de ce que fait aujourd'hui Microsoft. Parce que je me suis aperçu dans beaucoup de mes contacts avec de nombreux clients que ces faits n'étaient pas forcément connus. Certains d'entre vous peut-être, d'autres pas du tout. Savez-vous qu'il y a en fait 350 000 applications open source sur Forge.com qui fonctionnent sur la plateforme Windows, ce qui est une des participations de très loin les plus massives
de la communauté open source sur plateforme Windows. Et ça fait quelques années que ça dure et que ça continue de grandir d'une manière considérable. Les protocoles, je ne vais pas vous ennuyer avec ça tout à l'heure, mais c'est vrai que non seulement on a écrit, et on n'écrit pas juste pour se faire plaisir, mais on écrit surtout pour donner le détail technique des API, des protocoles, de nos produits les plus vendus, depuis plusieurs années déjà. On publie plus de 85 000 de spécifications techniques. Elles sont accessibles gratuitement. Elles sont sur MSDN, pour ceux d'entre vous qui connaissent cet outil de souscription pour les développeurs. Vous trouvez aussi sur le site web Microsoft. Et elles donnent un niveau de détail, je pense, assez, enfin plus qu'avancé, certainement très supérieur à ce qu'on a pu voir chez un grand nombre autre d'acteurs de l'industrie. Je ne suis pas en train d'essayer de donner des leçons à d'autres, mais de dire qu'on a essayé de prendre ses responsabilités dans le détail, et toutes nos équipes de développement sur des produits comme Windows, sur des produits comme Windows Server, comme Office, Exchange par exemple, passent un temps considérable dans ce type de documentation. On s'est investi énormément dans les organisations de standards. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Je peux vous le dire, on avait quelques représentations, mais pas très impliqués dans les standards. On est aujourd'hui présent dans plus de 150 comités de standardisation, tous horizons. Des horizons technologiques, des horizons sociétaux, des horizons organisationnels et de standardisation au plan strict. Et on est dans plus de 350 groupes de travail. L'une des expressions de ça qui a été très visible, mais il y en a franchement beaucoup d'autres dont on parle beaucoup moins et qui sont, à mon avis, au moins aussi importantes, c'est ce qui s'est passé autour de la norme ISO d'OpenXML et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Office, lorsque vous l'utilisez, vous pouvez sauvegarder en format ODF, vous pouvez sauvegarder en format OpenXML, et vous avez surtout un niveau de portabilité des données extrêmement élevé. C'est je dirais que c'est l'un des bénéfices qu'on peut attendre, évidemment, de travailler dans des comités de standards. Ce n'est pas une chose facile. Je crois qu'il y a pas mal de développeurs dans la salle, comme vous le savez sans doute, pour arriver à ce type de compatibilité. On a aussi, pour anecdote, ce n'est pas anecdotique parce que je peux dire que les clients l'apprécient, une contribution directe sur le code du noyau Linux, au plan en particulier du support d'Hyper-V, de la partie virtualisation. Et on a par exemple, je sais pensez à deux clients en France, je sais, qui utilisent ce type de solution et cette partie du code. C'est Bull avec une société sœur, je crois, Oster, Agaric, qui l'utilise dans un environnement mixte de virtualisation Linux et Windows. Et puis une société comme Peugeot, PSA, qui a un mix aussi de PC, de clients Windows et Linux, et qui, dans le cadre de sa virtualisation, en fait, utilise ces drivers, c'est en fait des drivers au niveau d'Hyper-V pour réaliser. Voilà, je vais vous donner quelques couleurs, il y en a plein d'autres. Il y a codeplex, par exemple, .com, je ne sais pas si... J'aimerais bien juste faire un taser. Qui connaît codeplex.com dans la salle? Oui, il y en a quand même pas mal, donc ça fait plaisir, il y en a pas mal qui y vont. Bon, donc j'espère que vous voyez là-dessus et que vous contribuez. C'est le site sur lequel il y a toute une contribution libre autour d'applicatifs dans cet environnement et ouvert à toute la communauté des développeurs. Alors, je commence par là, mais en fait, je voudrais, dans mes prochaines minutes, parler quelque part d'un domaine adjacent à l'ouverture. On l'oppose souvent, et moi je pense qu'il n'y a aucune raison de l'opposer. C'est une notion très importante, critique pour l'économie, et qui doit vivre avec, c'est la propriété intellectuelle et les brevets. J'étais hier à Bruxelles, parce que ça m'arrive d'aller à Bruxelles. J'étais hier avec le commissaire Nelly Kroes, notamment, pour parler du futur, pour parler du cloud. Et j'étais avec le commissaire de l'innovation de la recherche, qui est une Irlandaise, et avec un débat, c'est un think tank sur l'innovation en Europe, et qui nous posait la question suivante. Il y avait des membres, en fait, il y avait le patron de la recherche de BP dans l'énergie, il y avait notre patron de la recherche fondamentale, c'est pas le développement produit Microsoft à Cambridge, il y avait le patron d'UCB, qui est une grande entreprise pharmaceutique belge, et qui représente toute l'industrie en Belgique également. Il nous posait la question suivante: quels sont les domaines et quels sont les principes communs entre toutes vos industries sur l'ouverture et sur l'ouverture dans l'innovation? Et je trouvais que c'était un débat intéressant. On y restait 2 heures d'ailleurs. Et en tout cas, ce qui était clair dans ce débat, tous les acteurs ont convenu, c'est qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre créer une richesse qui soit protégée, qui est l'objet de la propriété intellectuelle, qui soit éventuellement protégée sous forme de brevet, qui est une autre forme d'expression de propriété intellectuelle, et le fait d'avoir des cadres de communication, d'ouverture, de partage de connaissances, d'application, de développement qui soient libres et ouverts dans des domaines bien définis.
et les deux peuvent bien vivre ensemble, et en tout cas, ça fait partie de l'espérance. Alors, pourquoi c'est important la propriété intellectuelle? Je prends la pharmacie. Il se trouve que je suis aussi administrateur dans une entreprise de pharmacie, au bord d'une grande entreprise européenne pharmaceutique. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai un autre point de vue dans une autre industrie. Et je peux vous dire que ces sujets de propriété intellectuelle, de brevets dans la pharmacie, ils sont lourds. Ça, c'est l'investissement en Europe de R&D des entreprises pharmaceutiques, 65 milliards de dollars. Et comme vous le savez sans doute, j'imagine qu'il y a des personnes qui travaillent dans les entreprises du secteur pharmaceutique, les cycles d'innovation dans la pharmacie, c'est des cycles de 10 ans. C'est des cycles de 10 ans. Le taux de succès d'une molécule, du début jusqu'à la fin, c'est 7 à 8%. Et c'est des risques gigantesques. Donc il y a un portefeuille d'innovation qui est géré pour aboutir à un résultat évidemment fondamental sur la santé de personnes dans la société, et avec un niveau d'enjeu, de protection de sa propriété intellectuelle qui est énorme. Est-ce que ça veut dire que les sociétés pharmaceutiques, pour autant, ne peuvent pas collaborer sur des causes, des initiatives très importantes sur lesquelles il doit y avoir une collaboration? Je peux vous assurer que absolument pas. Je sais que cette entreprise dans laquelle je suis participe à des projets avec des grandes universités et laboratoires en Europe. Par exemple, il y a une nouvelle initiative qui vient de lancer au plan européen sur la maladie d'Alzheimer, et un certain nombre j'allais dire, d'innovations qui peuvent être faites en amont de la création de propriété intellectuelle pure, de produits que développeront ces différents laboratoires pharmaceutiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles avec d'autres industries dans lesquelles vous êtes, que ce soit les médias, on voit que c'est un sujet chaud en ce moment, et depuis quelques années, on allait y arriver, où on doit apprendre à vivre. On doit apprendre à vivre entre la valeur qui est créée dans une économie et en même temps les degrés nécessaires d'ouverture pour permettre d'avancer dans la recherche pure. D'ailleurs, les brevets, je rappelle, tel que ça fonctionne un brevet, il doit y avoir une définition et une description écrite extrêmement précise qui permettent à une personne qui soit au bon niveau en état de l'art, comme on dit, c'est ce que dit la loi, de réutiliser cette description technique pour répliquer cette innovation. Et c'est la raison pour laquelle les brevets s'échangent, d'ailleurs. Il y a un marché de brevets, comme vous le savez, pas simplement contre des grands, mais je peux vous dire entre des petits et des grands. Nous avons, par exemple, passé plus de 500 accords de brevets avec des logiciels, avec des sociétés dans le domaine du logiciel libre. 500, ces 3 dernières années. Le plus gros visible, ça a été Novell, vous le savez sans doute, avec un accord sur même le support, sur SUSE Enterprise Server, où on a acheté nous-mêmes d'ailleurs du support technique pour aider des clients qui sont dans un environnement mixte, Linux, et qui veulent passer sur du Novell, sur d'autres plateformes Linux parce qu'ils préfèrent Novell, et cohabiter aussi avec du Windows et plateformes .NET, de le faire avec une garantie de bout en bout de support à la fois de Novell et de Microsoft. Voilà, je souhaitais faire ce raccourci. Alors ensuite, l'ouverture, il y a plein de questions qui sont posées. Est-ce qu'on parle de l'ouverture? On est au plan des données ouvertes. Est-ce qu'il s'agit des standards? J'en ai un petit peu parlé. Est-ce qu'il s'agit du logiciel? Il y a 10 ans, je vous avouerai que les discussions qu'on avait il y a 8 ans, elles étaient très émotionnelles, très idéologiques. J'en ai franchement quasiment plus aucune aujourd'hui avec aucun client dans le monde entier qui soit sur ce registre-là. Ils sont beaucoup plus factuels. Et on avait tendance à tout mélanger en associant un adjectif libre, gratuit, ouvert, avec toute une autre catégorie de conséquences qui n'avaient pas nécessairement lieu. Ensuite, c'est la manière dont on prend des décisions de manière collaborative. Est-ce qu'on les prend isolées ou est-ce qu'on les prend en concertation avec des clients, avec des développeurs, avec l'industrie, avec des gouvernements aussi, parce qu'on a des responsabilités. Enfin, quelle est l'approche évidemment de l'innovation? On parle beaucoup d'open innovation, d'innovation ouverte. Et donc, c'est un petit peu toutes ces leçons qu'on a essayé et qu'on apprend toujours, hein, humblement, de consommer. Ça nous a amené, il y a quelques années, c'est vrai, fortement aussi lié au cas avec la Commission européenne, je ne vais pas le nier, j'ai suivi tout ça personnellement de manière assez proche, de définir au niveau de l'entreprise Microsoft ces 4 principes d'interopérabilité, et qui sont, je peux vous dire, qui ne sont pas simplement monitorés et surveillés par Microsoft, mais qui sont revus de manière régulière aux États-Unis par l'administration comme la communauté européenne et tous nos amis concurrents, évidemment, qui se font un plaisir d'envoyer leurs commentaires réguliers aux différentes administrations, comme vous pouvez l'imaginer, sur 4 domaines. La connexion entre les produits, donc la possibilité de produit à produit d'avoir cette ouverture, la portabilité des données, la prise en charge des normes et des standards, et la collaboration. Alors sur la collaboration, on a lancé un certain nombre de forums. On a par exemple aujourd'hui un forum de l'interopérabilité dans lequel on a une quinzaine de CIO, d'organisations à la fois grandes entreprises, développeurs, administration publique au niveau mondial.
et qui régulièrement, 3-4 fois par an, viennent rencontrer en fait les têtes de nos équipes de R&D Microsoft et parlent de manière très concrète de leurs problèmes, de leurs besoins, des attentes qu'ils ont vis-à-vis de Microsoft pour que notre offre soit pertinente et une valeur pour eux et qu'on soit toujours, j'allais dire, accepté dans le cadre de leur système d'information. Ça nous aide beaucoup. Alors tous les jours, de toute façon, nos équipes et nos clients nous rappellent de toute manière à l'ordre face à ces besoins. Mais je peux vous dire que ça nous aide énormément à avoir cette culture qui est propagée dans nos équipes de R&D et de développement, dans la manière dont on aborde ça dans le cadre de développement logiciel, qui sont des projets typiquement 2-3 ans et plus dans nos équipes de R&D. Deux grandes leçons qu'on a apprises un petit peu dans toutes ces expériences, c'est le choix et l'écosystème. Je vais commencer par le choix. Ce qui est important finalement pour un client, c'est de se dire qu'il a le choix. Il a le choix de prendre une solution, de ne pas la prendre. Et il a le choix, une fois qu'il a pris une solution, de revenir dans le futur sur sa décision si cette solution, elle n'a pas bien fonctionné, elle n'est pas à la hauteur de ses attentes, et qu'on souhaite faire un retour en arrière ou bien basculer vers d'autres types de technologies, vers d'autres types de plateformes. Ce choix, on le voit, je pense, dans beaucoup de développements qu'on a pu faire sur nos technologies serveurs. Je pense à tout le travail, de manière spécifique, qui a été fait sur Windows Server avec PHP, pour avoir un niveau de performance d'exécution de PHP sur Windows Server qui soit de grande qualité et qui fasse que cette solution soit viable pour des hosters et des sociétés dont c'est le métier et d'autres pour avoir une performance acceptable. Cette notion de choix, je pense qu'elle est capitale au niveau des gouvernements. Petite histoire que je peux vous donner, c'est l'histoire que j'ai pu connaître il y a environ 9 ans avec le gouvernement d'un tout petit pays, Malte, l'État de Malte. L'État de Malte, c'est l'un des 27 États membres de la Communauté européenne. J'étais à l'époque en charge de l'Europe, notamment, et je visitais l'île de Malte, très jolie île d'ailleurs, au pluriel, et je rencontre un petit peu les différents responsables, et je m'aperçois qu'il y a effectivement beaucoup de développements qui ont lieu, certains sur Windows, .NET, d'autres sur le logiciel libre, mais surtout un certain nombre de grandes questions qui sont posées sur la cohérence de ces deux environnements, leur interopérabilité, et deuxièmement sur justement l'ouverture au niveau d'un pays. C'est-à-dire quand vous élevez la question au niveau d'un État, le fait de dire que les solutions sont interopérables entre administrations publiques, c'est capital. Ça engage des procédures, des décisions budgétaires, des décisions de l'État, c'est fondamental. Je me suis aperçu qu'en discutant dans le détail avec les différents responsables, il y avait les responsables du ministère des Finances, il y avait des gens qui travaillaient dans l'éducation, on a parlé beaucoup des compétences humaines requises pour le futur de la société de l'information à Malte, on a parlé de la fracture numérique, de tous les gens à Malte qui n'ont aucun accès à des solutions Internet, web et à des solutions de connaissances dans cet univers. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un plan sur plusieurs années avec nos équipes pour répondre à tous ces points de vue-là. Et le fait qu'on ait donné des choix à ce gouvernement, des choix et surtout une valeur sur la capacité qu'on avait à répondre à des attentes pas simplement technologiques, mais à des attentes en matière de compétences humaines, à des attentes en matière de fracture numérique, à des attentes en matière de communauté de développeurs aussi. Je peux vous dire que ça a été non seulement très bien reçu, mais ça nous a permis d'avoir cette confiance de ce client, quand je donne cet exemple, et de le faire évoluer d'une manière tout à fait sereine dans des solutions Microsoft et autres, hybrides, qui existent et qui permettent d'avancer. La seconde grande, je dirais, composante un petit peu de cette expérience sur l'ouverture, c'est l'écosystème. Microsoft est né il y a plus de 30 ans, maintenant 32 ans, et quand Bill Gates a créé la société, il y a toujours eu fondamentalement au cœur du modèle de Microsoft, plus que la croyance, la nécessité d'avoir un réseau de partenaires, un écosystème extrêmement riche et varié. On n'a jamais eu dans notre ADN, et on pourra en reparler parce que les modèles sont en train de beaucoup évoluer, et la même question se repose aujourd'hui avec le cloud, on n'a jamais eu de doute quant au fait que toutes les sociétés de services, des sociétés de consulting, des VAR, des intégrateurs, des OIM, des ISV, des hébergeurs, etc., étaient les sociétés qui donnaient la valeur finale à nos solutions. On a des briques de base, et aujourd'hui, pour donner l'exemple de l'Europe, on travaille avec 250 000 sociétés en Europe, qui représentent un peu plus de 5 millions de personnes
dont le job est lié essentiellement à des technologies Microsoft. On a fait une étude économique pour vous dire sur ce sujet. Donc, je ne vous cite pas des chiffres en l'air, c'est IDC qui a fait des études. Et on s'est rendu compte que pour chaque euro que Microsoft facturait dans un pays européen en moyenne, c'est le cas en France comme dans d'autres pays, il y avait 8 euros, donc un facteur multiplicateur de 8, facturé par les sociétés françaises, italiennes, allemandes, maltaises, sur les solutions finales auprès du client. Et pour nous, c'est la chose fondamentale, parce que ce réseau de partenaires, il nous tient également très alertes sur ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et évidemment, vous imaginez, dans tous ces partenaires Microsoft, ils ne sont pas tous, et bien évidemment, monoculture Microsoft. Ils proposent de grands autres types de compétences et de plateformes qu'ils savent intégrer. Et c'est pour nous, d'une certaine manière, la plus grande richesse que l'on trouve. Sur cet écosystème aussi, et je pense sur l'ouverture c'est très important, on est très désireux d'aider les startups, les petites sociétés qui démarrent. C'est pour ça que j'ai fait ce clin d'œil à François en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de nouveaux François Isquin aujourd'hui qui démarrent dans le cloud. Et j'avais récemment le plaisir d'accueillir dans notre siège à Issy-les-Moulineaux un sommet qu'on appelle BizSpark, comme l'étincelle du business, sur les startups européennes. On a eu plus de 7000 startups européennes qui sont venues participer à ce programme, qui en gros est un programme qui permet à de jeunes sociétés, toutes nouvellement créées, on a choisi le thème du cloud, très clairement, sur le cloud, de venir avec, pas simplement un projet, mais déjà quelque chose qui commençait à bien tourner, de les mettre en relation avec des VCs et des fonds de financement, ensuite de les mettre en relation avec notre R&D pour qu'ils comprennent et qu'ils aient accès notamment à tous les outils de développement gratuitement et un hébergement pour démarrer leur solution en prototype sur Windows Azure dans le cloud. Et enfin, pour les plus, j'allais dire, successful, celles qui réussissent le mieux, qui ont commencé à émerger du lot, à les aider pour avoir un impact international. Et j'ai rencontré quelques sociétés superbes, enfin, je trouve le projet est superbe, maintenant il faudra qu'il leur appartiendra de le prouver. Il y a une société en France qui s'appelle Locad, qui a développé un logiciel de prévision des ventes dans le retail, la grande distribution. Je suis sûr que c'était dans la distribution ici. C'est plus qu'une science, c'est un art, le forecast des produits où vous avez des millions de références par zone, par ville, etc. dans la grande distribution. Et cette société en a fait en fait un cloud service sur Windows Azure. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un coût fixe pour Tesco, Carrefour, Auchan ou d'autres d'analyse du forecast qui est extrêmement intensive en termes de puissance processeur et storage qui suscite des terabytes d'informations, en fait ils uploadent leurs informations dans le cloud, ils le vendent en tant que service. Et en l'espace de 3 jours, ils ont, même moins que ça d'ailleurs, ils ont un rendu immédiat de différents types d'analyses de forecast sur ces prévisions. Voilà un exemple, je pourrais en donner d'autres. J'étais en Irlande, un entrepreneur, je trouve, très, très smart, qui a fait une intervention, qui a fait un service, là encore, pour faciliter les procédures des douanes. Quand vous êtes une entreprise PME, vous cherchez à exporter en Chine, en Asie ou dans le reste du monde, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de paperasserie encore, hein, tout n'est pas automatisé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des formulaires automatisés sous forme de service XML et c'est littéralement quelques clics. Ils prennent quelques cents d'euros ou d'euros au passage et ils ont surtout l'échelle au niveau mondial maintenant, c'est-à-dire qu'on les héberge dans notre data center en Irlande et ils sont capables d'offrir ça dans le monde entier. Alors que c'est une petite boîte, il y a 4-5 collaborateurs. Voilà, je suis passionné par ça parce que je pense qu'on va voir émerger dans ce domaine des startups des choses remarquables et qu'on est très désireux, nous aussi, d'étendre et renouveler notre écosystème partenaire avec le cloud. Ce qui me permet de faire une transition avec le cloud, parce que les notions d'ouverture, elles se posent à une échelle encore plus grande avec le cloud. Pourquoi? Parce que l'information, elle voyage. Elle n'est plus physiquement attachée simplement à un PC, à un serveur, physiquement dans un building. Et c'était une discussion assez passionnante que j'ai eue hier avec les régulateurs, puisque c'est leur métier, avec Nelly Cruz en particulier, et d'autres, en disant comment va-t-on faire au niveau de l'Union européenne pour avoir un cloud compétitif? Et on soumettait, par notre expérience, parce qu'on est dans le cloud à 150%, et je pourrais donner quelques exemples si des personnes en doutent, donner des exemples dans 3 domaines particuliers. Le domaine de la rétention des données. Aujourd'hui, vous avez peut-être suivi quelques débats sur la partie grand public avec Google, Yahoo, Microsoft aussi d'ailleurs, bien sûr, etc. Les autorités disent, mais finalement, ces données que vous conservez sur les utilisateurs, sur les cookies et tout le reste,
D'abord, de quoi disposez-vous? Deuxièmement, et combien de temps allez-vous les garder? Et sachez qu'aujourd'hui en Europe, selon le pays où vous habitez, ça varie de 6 à 24 mois. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de cohérence du cadre réglementaire. Donc ça veut dire qu'en cas de problème majeur, ce qui peut se passer, il y a un gros flou, il y a une grosse difficulté d'État à État à se mettre d'accord. Un deuxième niveau, c'est la sécurité. La sécurité dans le cloud, on vient d'annoncer, bon, en France, parler de la France, mais on l'a fait au niveau international, des accords avec de très grandes entreprises et des PME qui ont signé des accords avec nous autour de notre suite service de produits en ligne Business Productivity Online, c'est Exchange Online, SharePoint Online, Office Communication Server Online. Je pense à l'exemple d'Alstom, qui est une très belle entreprise française pour laquelle le niveau de sécurité et d'exigence, je peux vous dire, est très important. Je pourrais prendre la pharma que je connais bien, des sociétés comme Novartis, GSK, 90 000 utilisateurs dans le cloud aussi. Je peux vous dire que la sécurité et définir et de permettre aux comités d'audit de ces entreprises qui ont un board de comprendre le niveau, l'enjeu et comment accéder à des données en cas de problème de sécurité est un problème majeur. Est-ce que la réglementation permet d'avoir un cadre unifié? Pas totalement. Troisième exemple, je finirai là-dessus, interopérabilité. J'étais avec le commissaire Dalli hier de la santé et on parlait des fameux dossiers médicaux numériques. Et il y en a beaucoup et qui sont très différents de pays à pays. Et on dit, bon, comment tout ça, ça va interopérer si moi je suis en vacances et je tombe malade en Espagne et j'ai tout mon fichier personnel médical qui me suit pas, alors que mon passeport, lui, il me suit. On sait que maintenant, c'est quelque chose qui se passe très bien. Comment fait-on? Il y a plein encore de questions, bon, ce qui rend le sujet passionnant, et plein d'opportunités. Bon, sachez que Microsoft, en termes de cloud, a réellement une stratégie d'ouverture forte parce que toute notre plateforme bascule sur le cloud. Ce n'est pas le futur, elle y est. J'ai parlé de la partie Business Productivity qui est la partie Office, Web Applications, Exchange. Je pourrais parler de Windows Intune, qui est le service de management qu'on a annoncé qui va être disponible d'ici 2-3 mois. J'aurais pu parler de SQL Server, Azure, qui est notre moteur de base de données dans le cloud. Et le fait que sur Azure, vous pouvez avoir des solutions évidemment extrêmement hétérogènes, que ce soit au niveau du PHP, du MySQL, de l'Eclipse. Et je prends un exemple parce qu'il était populaire aux États-Unis, d'un gros site web qui connaît une journée très forte par an, c'est la journée du Super Bowl, c'est Domino's Pizza. Ça, je veux dire en termes de transactions, ce site web, c'est du lourd. C'est du lourd et c'est du lourd qui ne sait pas prévoir le pic de la demande le jour des Super Bowl. Ils ont toute une solution qui avait été développée sur open source, qu'ils ont mise sur Windows Azure. Et ça s'est très bien passé de manière extrêmement simple parce que, en fait, de manière linéaire, la demande, l'infrastructure a suivi sans aucun problème. Ils auraient pu avoir 10 fois plus de clients. C'est évidemment l'une des vertus du cloud. On est très engagé. Il y a beaucoup de discussions en cours sur des futurs standards du cloud et de l'ouverture. On est très engagé aussi bien sur Windows, Office que sur la plateforme de développement de continuer à étendre le domaine d'ouverture. Et on est très heureux de voir aujourd'hui plus de 10 000 applications sur Azure disponibles et qui fonctionnent payantes. Là, je ne parle pas de prototypes, de payantes. Donc, qui sont aujourd'hui proposées à des clients finaux. J'ai été un peu plus long que mes 30 minutes, mais j'ai essayé un petit peu avec vous de partager l'expérience qui a pu être la mienne, qui est toujours la mienne d'ailleurs, parce que je veux dire qu'on apprend toujours dans un environnement très mouvant. C'est les leçons certainement du choix, c'est l'importance fondamentale de l'écosystème, c'est le socle sur lequel on bâtit de la valeur pour les clients, qui comporte aussi la propriété intellectuelle, la manière de la protéger, et à la fin, c'est toujours finalement l'écoute qu'on peut avoir par rapport à des besoins nouveaux. Merci beaucoup pour votre patience, et je crois que j'ai du temps pour des questions. Alors, je crois qu'il y a des micros qui circulent. Si vous pouvez simplement, lorsque vous posez la question, vous présenter succinctement pour dire ce que vous faites, d'où vous venez, rapidement, ça me permettra de mieux positionner la question. Et j'essaierai d'y répondre le mieux possible, de façon la plus ouverte possible. Et si je ne sais pas au plan technique, parce que je sais qu'il y a des fonctions techniques avancées dans la salle, j'avouerai mon niveau d'incompétence et je ferai en sorte que quelqu'un puisse revenir vers vous par email, moi le premier, pour vous répondre. Allez-y. Oui. Bonjour, donc Didier Girard, je suis directeur technique d'une société qui s'appelle Sphère. D'abord, je tenais à vous remercier pour le fond et la forme de votre présentation que j'ai vraiment trouvé très bien.
Ensuite, j'avais une question par rapport au brevet logiciel. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet que vous vouliez vraiment enfin, approfondir. Je n'ai pas trop compris votre position, si vous étiez pour ou contre. Moi, en tout cas, en tant que développeur, il y a un brevet qui m'a énormément choqué, c'est le brevet OneClick de Amazon, que je trouvais, enfin, c'était facile de poser un brevet comme ça. En même temps, c'est un brevet qui casse l'innovation, à mon avis. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu, je pense qu'effectivement, il faut des brevets. Maintenant, on est aussi dans une industrie qui est très jeune et que des brevets trop tôt peuvent casser l'innovation. Donc je voulais savoir un petit peu quelle était votre position là-dessus. C'est une très bonne question, c'est un grand sujet. Je peux dire, ça fait des années on parle des brevets. Alors ça, c'est une anecdote qui est restée marquée un petit peu dans l'esprit de beaucoup, le one-click, effectivement. D'abord, première considération, c'est que vous avez des systèmes de brevets différents dans les philosophies et dans leur exécution aux États-Unis, en Europe et en Asie. Très différents. On a nous-mêmes pris une position publique, pour être très clair là-dessus, donc il y a quelques années déjà, aux États-Unis, en disant qu'il nous semblait, et on est une société américaine quand même, avec un headquarters aux États-Unis, qu'il fallait aller plus loin dans la précision et le niveau d'exigence sur un certain nombre de brevets et le domaine des brevets en général aux États-Unis. Donc on a fait ce commentaire. Brad Smith, qui est à la tête de tout notre département qui comporte la propriété intellectuelle, l'a fait. Donc tout ça pour vous dire qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut être très précis lorsqu'on dépose un brevet. Deuxième point, le brevet logiciel, ça fait 10 ans que ce sujet est abordé et repoussé par la Commission européenne. Et je peux vous dire, j'étais hier aussi avec je vous révèle tout mon agenda, j'ai vu le commissaire Barnier, français, et on échangeait clairement sur ces notions de brevet. Il est lui-même en charge de ce dossier aujourd'hui. Et on en est à un niveau qui peut faire sourire, mais ça fait des années qu'on en est là, en Europe, où en fait, un brevet, qu'est-ce qui est important pour une petite entreprise, c'est le coût de dépôt d'un brevet et la bureaucratie qui existe ou pas pour lui permettre de consulter toute la base de données de manière intelligible de tout ce qui existe et de savoir si son niveau de protection est élevé et si, troisièmement, et s'il y a un litige, de savoir comment il se défend et qu'il puisse se défendre d'une manière unique en Europe et pas dans chacun des États membres. Et ça, c'est les problèmes qui étaient posés. Or, ça fait des années que vous devez déposer vos brevets en Europe, notamment auprès de l'Office de Munich, dans toutes les langues européennes. Et je peux vous dire que ça coûte très cher, parce qu'on a toutes les langues officielles, il y a des dialectes. Et la proposition qui est sur la table depuis plusieurs années maintenant, qui est en phase finale, c'est de dire, pour un brevet, je crois que ça coûtait, il m'a donné les chiffres hier, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le déposer, on peut descendre à 700 € en se limitant à 3 langues. Et en faisant un peu, dont le français d'ailleurs, bon, mais en faisant un peu fi d'un certain nombre de nationalismes positifs, on les comprend, il y a plein d'exigences politiques derrière. Mais les brevets, c'est aussi cette dimension purement économique. C'est-à-dire, si on ne rend pas les brevets accessibles au plan économique, peu coûteux à déposer, simple pour se défendre avec une seule institution qui peut vous défendre le jour où vous savez que votre brevet, start-up ou autre, est en train d'être violé ou attaqué, on n'a vraiment rien fait sur le brevet. J'espère que l'Europe va passer cette phase. Et après, je pense qu'on va voir ce qui permettra aussi à l'Europe, les États-Unis, d'avoir une meilleure harmonie, j'allais dire aussi, dans la manière de concourir, parce que aux États-Unis, ça coûte beaucoup moins cher de déposer un brevet. Et on va très vite. Et ensuite, d'avoir le même type de débat avec l'Asie, la Chine ou autre, où on a encore d'autres types de considérations. Donc, sachez qu'en ce qui nous concerne, on a évidemment, comme toute grande entreprise de technologie, un portefeuille de brevets très important. On a plein d'accords qui ne sont pas forcément publics, de brevets sur lesquels c'est des accords croisés, ce n'est pas forcément un flux économique, on échange des brevets. Et plein de ces échanges se font avec des petites entreprises aussi. Ce n'est pas que des géants ou des gros qui discutent ensemble. Il y a plein d'échanges entre petites entreprises qui viennent nous voir aussi et qui souhaitent éventuellement nous vendre des brevets notamment. Donc vous avez un échange, c'est vraiment une monnaie d'échange et elle est importante. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai vraiment totalement répondu à votre question, mais c'est un champ très important. Je pense qu'il y a des progrès accomplis. Il y en aura encore plus nécessaires qui vont être faits. Et ça reste une monnaie d'échange très importante pour l'industrie de la technologie au sens large. Autre question? Tout le monde a très faim là, je pense. Ça peut sortir du sujet d'ailleurs, si vous souhaitez poser d'autres questions en dehors du sujet. Il y a une question là-bas, oui.
On vous entend. Bonjour. Bonjour, Nicolas Béteuil, simple développeur. Une question sur donc votre thème de l'ouverture. Je vous ai aussi entendu parler de l'interopérabilité. Oh, il n'est pas simple celui-là, ouais, je Il sais. n'est pas du tout simple. Quel est en fait un peu le feedback que vous faites sur, l'introspective que vous faites sur la position de Microsoft par rapport au web et entre guillemets, ce qu'on dit dans le monde ouvert, le mal qui a été fait par IE 4, 5, 6, 7, 8. Je sais plus où on en est. Pardon, j'ai pas entendu. Mal fait par Par IE, IE, d'accord. toutes les versions confondues jusqu'à la 9 qui commence enfin à respecter les standards. Quel est en fait le feedback, l'introspective que Microsoft a faite par rapport à ça? Je pense que ça participe de la même démarche, hein. C'est un bon point. C'est-à-dire que sur la partie IE, d'ores et déjà, je pense en considérant IE 8, et visiblement vous êtes déjà en train d'évaluer IE 9, ce qui est très bien. On a, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une technologie preview d'IE 9 et qui est offerte aux développeurs. Donc c'est des développeurs qui sont, c'est pas encore vraiment end-user, c'est très développeur. Et le premier feedback, je peux vous dire effectivement qu'on a là-dessus, notamment sur les standards et la rapidité d'exécution, environnement Java, graphique et qualité, fluidité graphique, est extrêmement positif. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire avant? Peut-être. Est-ce qu'on est à l'écoute pour le faire encore mieux? Oui, certainement. Et je pense qu'à nouveau, IE 8 et IE 9 sont, je l'espère, et vous nous le direz, on va plus tarder avec IE 9, je pense seront de très bons exemples. Bon, sur le browser aussi, on a été amené, comme vous savez, en Europe notamment, à donner le choix aux utilisateurs d'installer le browser de leur choix. Donc aujourd'hui, vous avez cet écran d'accueil où vous faites le choix de votre browser. Donc on a nos amis, Chrome, Firefox, etc. sur l'écran, où les utilisateurs ont complète latitude, ouverture, choix, ce qu'ils avaient avant quand même. Il fallait qu'ils aillent sur le web. Bon, là, on leur met vraiment les icônes dans la figure. On leur dit, allez-y, vous pouvez cliquer sur celui que vous avez envie de charger au moment où vous installez votre PC. Et puis ensuite, vous pouvez toujours changer de browser. On sait très bien que les gens, généralement d'ailleurs, changent ou ont 2 ou 3 browsers selon leurs activités et leurs profils. Voilà. Donc on est attaché à ça. On travaille beaucoup sur 2 ou 3 standards en particulier sur le web autour d'IE. Et j'espère vraiment que vous en serez convaincus autour d'IE 9. Oui, une autre question au fond. Il y a 2 questions là et là-bas. Ouais. Bonjour, François Niveau 2, Crédit Agricole CIB. Je me pose la question de... un certain nombre de grands comptes comprennent maintenant que la plateforme .NET est robuste et elle est là pour rester, mais hésitent encore à développer de grosses applications parce qu'ils ne veulent pas se retrouver captifs de Microsoft et ils ont peur qu'un jour Microsoft augmente ses taux de marge. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de préoccupation? Oui, certainement. Je souris, mais certainement dans le sens où cette question, je l'ai eu d'ailleurs du Crédit Agricole il y a 10 ans, il y a 5 ans, et c'est normal, et que vous posiez la même question à Microsoft ou à d'autres fournisseurs d'ailleurs en général, en disant si je pars sur votre plateforme de solution, est-ce qu'au plan des conditions économiques, de l'ouverture, etc., on a la possibilité de garder notre choix, de garder l'ouverture possible. Clairement, je pense que sur .NET, et vous le savez sans doute, il y a une multitude d'outils de développement qui sont aujourd'hui offerts, notamment aussi à la communauté du logiciel libre, qui est assez active, puisqu'il y a eu quand même une prise en compte de l'environnement .NET par la communauté du libre. Et lorsque vous voyez l'évolution de .NET, notamment sur le cloud, avec l'ensemble des services applicatifs qui sont proposés, que ce soit au niveau des SQL Server, que ce soit au niveau de la partie serveur applicatif, ce qu'on appelle la partie Fabrics sur le web, il y a là aussi des scénarios d'interopérabilité extrêmement importants. Donc on est très attaché à cette ouverture. Nos clients nous le rappellent tous les jours. Et je peux vous dire que dans tous les renouvellements de grands contrats cadres qu'on peut avoir de grandes entreprises internationales, ce qui est en train de se passer d'ailleurs précisément au moment où je vous parle dans plein de pays du monde, ce qui est un peu l'autre côté de mon cerveau qui me fait penser à ça puisqu'on est en plein closing, je peux vous dire que les clients nous le rappellent tous les jours. Donc que ce soit les conditions et la liberté d'évolution. Et moi ce que je constate, c'est qu'on a un très grand nombre de clients, effectivement, qui ont commencé à adopter .NET de manière périphérique au début et qui aujourd'hui font des développements beaucoup plus critiques, beaucoup plus importants et visiblement vivent bien avec,
et avec ça et avec le reste de leur environnement. Donc on répondra à ces demandes-là et on va rester extrêmement ouvert dans cette approche. Je crois qu'il y a une question au fond de la salle. Oui. Bonjour. Bonjour. Consultant auto technologie. Je voulais savoir par rapport à la plateforme Mono, qui est le .NET partie libre, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que des clients, quand vous parlez de choix, des clients qui partent sur du .NET pourraient tout à fait, sur du Windows, pourraient tout à fait demain basculer sur du Mono, ou est-ce que ça reste séparé en fait? Est-ce que vous aidez en fait à pousser cette plateforme pour pouvoir aider à avoir ce choix? Ça fait partie, vous savez qu'on a pas simplement un Redmond, on a dans différents pays du monde, et notamment auprès de nos équipes développeurs, un vrai labo avec la communauté du logiciel libre, dont un certain nombre d'entreprises très connues du logiciel libre qui ont des employés en permanence chez Microsoft, qui travaillent là-dessus. Sur le sujet précis de Mono, je n'ai pas le détail sincèrement, donc ça fait partie question où donnez-moi votre adresse email sérieusement et je reviendrai vers vous. Mon adresse email, je vous la donne comme ça, que ce soit vous d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un email, je réponds, c'est Jeanc, J-E-A-N-C, @microsoft.com, et je pourrai vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'on a un certain nombre de clients, effectivement, qui ont ce type de développement et d'application sur Mono. Est-ce que Microsoft doit supporter ça directement? Probablement pas. Ça ne fait pas partie de notre stratégie, de notre politique. Par contre, le fait que ça puisse exister, qu'on ait pu quelque part aider, puisqu'il y a une connaissance de ce projet, évidemment, et il y a eu des échanges avec nos équipes, c'est un fait. Donc, une fois que ce fait existe, on le prend en compte. Mais à nouveau, bon, on supporte .NET auprès de nos clients. On ne supportera pas l'ensemble des autres plateformes et composantes. Mais je reviendrai vers vous si vous m'envoyez l'email de manière plus précise sur les conséquences, si vous avez une question précise par rapport à vos propres développements. J'ai encore le temps, une ou deux questions? Oui, vas-y. Bonjour, Mick Philippon, consultant pour Octo Technologies. Vous avez annoncé récemment sur la prochaine version de Windows, donc Windows 8, qu'il y aurait une App Store. Vous avez annoncé la même chose sur Phone 7. Quand je vois le modèle Apple aujourd'hui, qui ne me paraît pas vraiment ouvert, et j'ai l'impression que vous dirigez vers le même modèle, j'ai comme l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que vous venez de nous dire et le futur qui semble se dessiner. Alors j'ai un premier problème, c'est que Windows 8, c'est effectivement, normalement, l'information n'était pas ouverte. Il y a eu ce qu'on appelle un leak, c'est parti. Ce que d'ailleurs, c'est très bien faire nos amis d'Apple, puisqu'ils ne disent jamais rien jusqu'au jour où ils livrent le nouveau produit. Et Windows 8, je peux vous dire que, entre guillemets, c'est parti de manière un peu incontrôlée. Et ça ne veut pas dire que ce que vous avez vu ou entendu sera nécessairement dans la version finale de Windows 11. On est loin d'avoir figé les spécifications. Donc ça, je ne répondrai pas malheureusement sur Windows 8, parce que d'abord, ça ne serait pas honnête de ma part. Les décisions finales, elles ne sont pas prises. Elles sont pas prises. La façon dont on développe des logiciels comme Windows, il y a ce qu'on appelle un vision statement qui est fait, qui a déjà été fait, donc avec un certain nombre de visions sur l'environnement, les technologies, leur évolution et ce qui est important pour nous d'apporter dans l'évolution du produit. Et puis après, vous avez tout je dirais le processus de programme management, du développement du projet qui avance par phase avec des grandes étapes clés. On n'est pas encore aux étapes les plus névralgiques où on va décider de ça. Néanmoins, ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est qu'avoir, je dirais, une librairie d'applications disponible sur le cloud et qui soit la plus ouverte disponible possible, ça me paraît extrêmement important. On a, et c'est très peu visible aujourd'hui, ce n'est pas un store, on a ce qu'on appelle Pinpoint, je ne sais pas si vous connaissez, qui vous donne accès déjà au catalogue de tout ce qui peut exister autour de Windows Azure dans le domaine du cloud. Et qui permet d'ailleurs à des ISV, des développeurs, de promouvoir et de faire connaître un petit peu leurs applications. Windows Phone 7 n'est pas encore sur le marché. On a tous hâte, certainement nous, Microsoft, de mettre sur le marché. On a repris notre copie à zéro sur la partie mobile. On avait beaucoup de travail à faire. Donc on a redéfini complètement l'architecture de l'OS de Windows Phone 7 avec un parti pris très centré sur les expériences utilisateurs, très centré sur la partie personnelle, connexion, réseaux sociaux immédiates, où ça sera littéralement à fleur du téléphone avec les updates en un doigt sur tous vos réseaux et toutes les connexions possibles qui seront apparentes, avec l'intégration de Xbox Live aussi, la partie game, la partie musicale et vidéo de définition de Zune, la partie Office Mobile, tout ce dont je parlais, productivité online du cloud,
Vous pouvez faire du SharePoint en ligne, vous pouvez faire d'une vidéocommunication avec OCS sur votre téléphone. Tout ça, c'est sur Windows 7. La partie App Store, c'est un peu trop tôt. Je suis désolé pour en parler. Et ça serait là, ce n'est pas une question d'ouverture, c'est une question de stratégie qui n'est pas totalement terminée. Voilà. Oui, question. J'ai combien de temps encore? C'est à vous, François, de me dire combien? D'accord, ok. Alors devant, il y en a ici et ici, après, voilà. Ah ben là-bas, alors allez-y, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Gilles Laborderie, manager chez Octo. Bill Gates a créé Microsoft avec une vision, un PC sur chaque bureau, dans chaque foyer, qui fait tourner les logiciels de Microsoft. Vous avez dit tout à l'heure que Microsoft prend très sérieux le tournant vers le cloud. Comment cette vision en fait évolue avec le cloud? Est-ce que vous avez une nouvelle vision pour les 10 prochaines années? On a, alors, effectivement, il y a une vision fondatrice de Bill. Pour mémoire, il se vend 355 millions de PC par an cette année. Il se vend environ 150 millions de smartphones dans le monde cette année. Et il y a plus d'1,2 milliard d'utilisateurs de PC connectés sur la planète. Il y en a un peu plus qui ont accès à Internet en réalité, parce qu'il y a des modes de partage, évidemment, de PC, notamment dans les cybercafés, surtout les pays émergents où tout le monde n'a pas le luxe ou l'avantage d'avoir un PC à sa maison, loin de là, dans beaucoup de pays que j'ai pu visiter. On a rafraîchi la mission de Microsoft il y a un certain nombre d'années en disant que notre mission, c'était d'aider d'être le catalyste du potentiel des personnes sur cette planète. Alors c'est très, très philosophique. C'est difficile, c'est fait une traduction anglaise en français. C'est en fait « enable people, businesses throughout the world to realize their full potential ». Donc c'est littéralement aider les personnes, les entreprises, les professeurs, vous pouvez décliner ça vraiment à l'infini, à réaliser leur potentiel. Alors ça, c'est philosophique, c'est la mission, et on pense que le software a un grand rôle à jouer. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au cloud? Ça veut dire par rapport au cloud, on a une stratégie effectivement qui a été définie, qui est de dire Microsoft veut être la société leader sur le cloud, qui permettent un accès à l'information, à ses services sur le cloud, sur ces 3 écrans. Le petit écran, le téléphone, l'écran moyen qui est le PC et qui a des formes très variées. On en voit, il y a beaucoup d'actualités. Je peux vous dire, vous verrez encore plein de choses nouvelles dans le domaine du PC, ce qui est bon d'ailleurs, hein, parce que moi, je peux vous dire que depuis 28 ans que je suis dans cette industrie, tous les 10 ans, on enterre l'industrie PC. Hein. Certains vous en rappelez peut-être pour certains. Il y a 20 ans, il y avait le Network Computer de Sun qui a enterré le PC. Après, on a eu autre chose qui a enterré le PC. Le PC est toujours là, est très vivant et en fait grandit de plus de 20% par an aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas au PC. Ensuite, il y a un 3e écran, c'est la télé, où ça peut être d'ailleurs, je peux vous dire qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur un mur digital, numérique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir dans Minority Report, c'est une réalité. On ne l'a pas simplement dans les labs, simplement la technologie des écrans est encore un peu onéreuse, mais cet écran sur lequel vous allez pouvoir réellement naviguer et avoir une type d'interface, c'est possible. Notre stratégie, c'est de permettre à tous ces scénarios de s'exécuter de la manière la plus souple possible et de la manière la plus, la plus tangible possible, avec le plus de valeur pour tous les utilisateurs de la société de l'information. Donc ça veut dire, c'est la raison pour laquelle 90% de nos développeurs aujourd'hui développent sur le cloud. On a près de 38 000 développeurs chez Microsoft. On a quand même une masse de développeurs sur des projets, des produits extrêmement différents. Ça part du grand public avec la Xbox, avec quelque chose de très excitant s'il y a des joueurs dans la salle. Kinect, puisque c'est un nom officiel maintenant, c'était Natal pendant un moment, c'est Kinect qui va arriver avant Noël. Vous allez pouvoir jouer, je l'ai fait, c'est très fun. Vous allez pouvoir jouer avec votre corps. Il n'y a plus de device. Et je peux vous dire que les technologies qui sont derrière, c'est des technologies d'interface naturelle, à la fois visuelle, de la voix. Et ces scénarios-là, vous allez pouvoir les retrouver dans pas si longtemps que ça dans le business également. C'est-à-dire, et moi je serai le premier partant là-dessus, à vous, parce que je fais beaucoup de voyages, j'aime ça, mais au bout d'un moment ça fatigue, avoir mon avatar qui puisse physiquement, virtuellement, mais avec ma représentation, être dans une salle de meeting avec mon équipe en Chine, à Shanghai ou à Pékin, pour m'éviter un aller-retour sur Pékin, et avoir une qualité vidéo, voix, interaction exceptionnelle, ça arrive demain. Et tout ça, c'est facilité par toute la plateforme sur le cloud. Donc tous les développements que l'on fait sur la partie serveur, outils de développement, applicatifs, sont autour de cette stratégie du cloud. Je peux vous dire que l'essentiel de notre budget de R&D, qui est assez conséquent, hein, on dépense 9,5 milliards de dollars en R&D, ce qui est
le plus gros budget de toute société sur Terre. Hein. Quel que soit le secteur, pharma, techno, c'est le plus gros budget. Il va vers le cloud. On fait un pari énorme en tant qu'entreprise sur le cloud et on veut avoir ce leadership, pas simplement dans la partie entreprise, mais dans la partie grand public aussi. On est clairement challenger dans un certain nombre de ces domaines-là et c'est très stimulant d'être petit aussi, avec Bing, de passer de 10% à 13% de part de marché aux États-Unis. Ah, c'est minuscule, mais on gagne quelques points. Et d'avoir à revenir sur le téléphone, la téléphonie mobile et clairement les smartphones avec Windows Phone 7 dans quelques mois. On est très content d'être le challenger, mais évidemment de montrer qu'on est mieux qu'un petit challenger. L'essentiel, c'est que tout ça, c'est du software. Et c'est du software et on pense qu'on a les capacités, pas simplement infrastructure. Oui, on a créé des énormes data centers en Asie, en Europe, aux États-Unis. Il y a 2-3 sociétés dans le monde qui, entre guillemets, peuvent ou ont fait ça. Il n'y en aura probablement pas 50. Mais ce qui compte pour nous, c'est l'ensemble de la plateforme et l'écosystème qui va derrière. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. On a une vision, une stratégie dans l'exécution qui est très différente de nos amis de Google. Je pense très différente de nos amis d'informatique purement d'entreprise comme IBM ou d'autres. Et on essaie d'apporter une valeur de bout en bout, qu'on soit un individu, une personne, dans le grand public, dans l'entreprise, pour les années qui viennent. On verra si ce pari est réussi, ça nous demandera certainement quelques années. Je ne suis pas naïf, je sais que le cloud, comme tout grand shift de l'industrie, ça va demander une décennie, ça ne va pas se faire en un trimestre, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de dynamique positive qui est en train de se mettre en place autour du cloud chez Microsoft. La dernière question ? Ou non, François me dit, parce qu'il y a une vidéoconférence avec Casablanca. Ouais. Dernière, monsieur, attendez, allez-y. Oui. Donc Pierre-Antoine Grégoire, Agile Partner, est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots, si c'est possible, la position de Microsoft sur les DRM? C'est notre conférence, ça, non? Je proposerais, sincèrement, ça sera très difficile en quelques mots. Donc, ce que je vais faire, vous avez mon adresse email, Jean, J-E-N-C. Je vous répondrai, hein, sincèrement, donc ne soyez pas inquiets, parce que c'est un sujet qui mérite plus qu'une réponse en 2 minutes. C'est complexe au plan technologique, au plan des politiques publiques, et ce que ça suppose, au plan de l'interopérabilité, au plan des modèles économiques. Donc voilà, désolé d'être frustrant, mais je ne sais pas faire en 2 minutes sur le DRM. Je crois que c'était vraiment la dernière question, donc merci beaucoup pour votre attention et bon déjeuner.